Sunderlight Productions. Dans cet épisode, on parle de découvrir la photo avec un smartphone, de se comporter comme un touriste, de rentabiliser son heure de déjeuner, des débuts d'Instagram, de se créer des limites, de repérer les pickpockets dans le métro, des gros clichés de la street photographie, de bokeh, de suivre des inconnus dans la rue, d'apprendre à connaître son sujet pour mieux l'anticiper, mais surtout, je me fais enfin dédicacer mon livre 8 ans après l'avoir acheté. Vous êtes tout dans l'heure du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Vuthei Arakam. Bonjour Vuthei Ara. Bonjour Julien, Bienvenue. Bonjour à tous. Bienvenue dans cet épisode. Merci. T'étais une des cases à cocher quand j'ai lancé le podcast à l'époque. C'était assez amusant puisque quand je t'ai contacté, là, c'est une des premières choses que je t'ai dit. J'ai un livre de toi, c'est probablement un des premiers livres que j'ai acheté qui s'appelle Point of View, qui est sorti en 2013. D'ailleurs, une des discussions, une partie de la discussion quand on a discuté pour t'inviter, c'était est-ce que tu peux me dédicacer mon livre et est-ce qu'on peut enregistrer un épisode ? Je pense même que c'était dans cet ordre-là. Limite, c'était plus important de dédicacer le livre que d'enregistrer l'épisode. Voilà, en fait, c'est mon premier livre et puis c'est comme une consécration pour ma part en fait, dans mon travail de photographie et ça restera vraiment ancré dans ma mémoire. Ouais. Non, mais c'est un beau livre et du coup j'ai eu l'occasion de m'y replonger. C'est avec un regard un petit peu plus affûté puisqu'à l'époque j'étais encore jeune en photographie et je le regardais pas de la même manière, mais avec un regard un petit peu plus affûté. On va y revenir un petit peu plus tard dans la discussion. C'est assez amusant de revoir ce livre quelques années plus tard. On va en reparler. On va commencer, comme dans tous les épisodes, par l'elevator pitch. Donc, je rappelle pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude ce que c'est l'elevator pitch. On me reproche assez de parler de Steve Jobs à chaque ouverture d'épisode. Tu rentres dans l'ascenseur, il y a Steve Jobs qui met la main, qui rentre avec toi dans l'ascenseur. Et il était connu pour coincer les gens dans l'ascenseur, leur demander ce qu'ils faisaient dans la boîte. Et si tu répondais mal, tu étais viré. Qu'est-ce que tu lui expliques en 3 étages de toi ? Qui es-tu ? Je m'appelle Vuthei Arakam, je suis photographe basé à Paris et j'aime la photo. Voilà, tout ça. Et j'aime Paris. Ouais. C'est une bonne réponse. J'aime la photo, j'aime Paris. Je pense que ça résume assez bien, finalement, qui tu es, non, mais en tout cas, comment on te connaît. Finalement, c'est essentiellement pour ça. D'ailleurs, il y a toute une section Paris sur ton site. Je l'ai dit en introduction, je te connais depuis longtemps, je te suis depuis longtemps. J'ai ce fameux livre qui est sorti en 2013, que j'ai acheté à l'époque, qui est probablement introuvable aujourd'hui. À mon avis, il n'y en a plus du tout en stock, et je crois même que toi-même, tu ne l'as pas entre les mains au moment où on parle. C'est cela, voilà. Je l'ai garé dans une galerie à la rue Visconti, à la Galerie Lee, chez un ami lors d'une interview télévisée. Ouais. Voilà. Tu vas le retrouver ou pas ? J'espère, ouais. Ouais. Il est dans un carton avec tous les magazines. Voilà. Ouais, Non, en tout cas, les miens, je le garde. Je te le donnerai pas. Je te préviens. Je veux bien la dédicace, mais je le garde après. Il est devant moi. Et c'est un livre que j'adore très sincèrement. Je ne le dis pas parce que tu es devant moi, mais j'aime beaucoup ce livre parce que, les photos sont belles. Et 2, c'est probablement le moment qui m'a fait prendre conscience de la force de la photo et de ce que je pense pouvoir accomplir un jour. En fait, ça fait un petit peu rêver de voir un succès comme ça de la part de quelqu'un qui à l'époque n'avait pas vraiment d'expérience de la photo. Et on va attaquer la partie philosophie photo. Est-ce que tu as des photographes, des livres, des photos, des inspirations particulières ? Je me rappelle en fait lors de mon arrivée à Paris en fait en 2007, j'avais vu en fait une exposition photo à la BNF, à la Bibliothèque nationale de France, qui était 70, la photographie américaine. Et c'était la première fois que j'allais voir une exposition photo à Paris. Je crois que c'était en 2010 ou 2011, et il y avait pas mal en fait de photographies de photographes américains tels que Diane Arbus ou Gary Winogrand, Larry Clark. Et c'était une de mes premières en fait plongées dans le monde de la photographie, et j'avais acheté le livre en fait à l'époque, alors que je ne faisais pas du tout de photographie, un gros pavé de 200 ou 300 pages, des photographies en noir et blanc, et ça m'avait vraiment marqué. Ouais. D'accord. C'était une de mes premières inspirations. Ensuite,
À Paris, ouais, j'étais vraiment plongé dans les cartes postales d'Henri Cartier-Bresson ou de Robert Doisneau. Donc, c'était une de mes premières inspirations également à Paris. Et lors de mes voyages dans les quatre coins du monde, essentiellement également en Asie du Sud-Est, au Cambodge, des photographes comme Steve McCurry, voilà, qui m'ont pas mal inspiré. Et puis pour les photos un peu picturales, je dirais Sol Leiter, voilà. Sol Leiter, c'est classique de chez classique. Toi qui es amoureux de Paris, est-ce que tu as ce biais? Moi j'ai ce biais, hein. Je l'ai, dès que je vois un livre de photos sur Paris, j'ai besoin de l'acheter. Est-ce que tu fais ça toi ou pas? Non, mais je feuillete les photos et voilà. Ensuite, la plupart des livres sur Paris sont majoritairement des photographies d'architecture ou voilà. Il n'y a pas trop de street. C'est vrai que souvent je les revends après, par contre, parce que je les achète, mais je les aime moins finalement après coup. Mais le seul livre que j'ai sur Paris, en fait, c'est un livre en noir et blanc avec comme couverture le Café de Flore. Que tout le monde a chez Taschen, je crois, à 10 € et qui est très bien. Ouais. D'accord, parce que je ne le connais pas, tu n'aurais pas dû me dire ça. Je vais aller faire un petit tour chez Taschen quand on a fini d'enregistrer. Qu'est-ce qui te fait déclencher? C'est quoi qui fait que tu vas appuyer sur le bouton et prendre une photo? Qu'est-ce qui me fait déclencher? Je ne sais pas, en fait. Je ne pourrais pas vraiment le décrire, mais c'est vraiment un moment, en fait, dans la journée où je me dis qu'il y a une arrêt sur image et j'ai envie de la capturer sur le moment. Mais c'est vraiment des scènes un peu aléatoires du quotidien, voilà, des moments singuliers, des moments opportuns. Ouais. D'accord, voilà, c'est simplement que toi tu les remarques là où les gens ils passent devant sans s'en rendre compte peut-être? C'est peut-être cela, ouais. On va développer ça un tout petit peu plus tard. On va commencer par le storytelling, parce que je pense que s'il y a un domaine où tu as beaucoup de choses à apprendre aux gens, c'est celui-là, c'est raconter une histoire. Et ce qui est marquant en fait dans ton cas, c'est que tu as commencé la photo par l'histoire. La plupart des gens commencent par la technique, c'est-à-dire on achète un gros appareil photo, ou en tout cas un réflexe, le Canon EOS 650D en général, et on commence à apprendre à s'en servir en pensant qu'il n'y a que la technique. Toi, tu as fait totalement l'inverse, tu as découvert la photo avec un smartphone, tu as commencé comme ça, et tout ce qui t'intéressait, c'était de raconter des histoires. Et du coup, j'aurais bien aimé en savoir comment tu as démarré comme ça, enfin, qu'est-ce qui a fait que tu as démarré comme ça, et pas comme tout le monde en fait. Tu as vraiment démarré entre guillemets à l'envers. C'est pas une mauvaise chose, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de commencer, mais en l'occurrence, par rapport à la majorité, tu as commencé à l'envers. C'est vrai que j'ai commencé la photographie en 2010 avec un iPhone 4 à l'époque, d'un ami qui m'avait revendu. Voilà, et c'était vraiment le tout début de l'ère de Instagram. Je crois qu'Instagram a été lancé en octobre 2010 et j'ai été inscrit en janvier 2011. D'accord. Je travaillais dans une start-up à Paris, dans une boîte de CRM et dans des locaux qui étaient situés à rue du Louvre. Ouais. Donc la plupart du temps, en fait, je me baladais et puis j'observais Paris comme un touriste, comme tout le monde. Et je ne savais pas trop quoi faire de mes heures de déjeuner, donc je m'amusais à capturer en fait Paris avec mon simple smartphone en me focalisant uniquement sur la fonctionnalité première d'un téléphone, ce qui est quand même appelé, et ensuite un appareil photo. Je ne savais pas du tout qu'il y avait de la fonctionnalité d'un appareil photo. Je sortais de la Normandie, donc c'était vraiment un tout nouveau monde pour ma part Paris, et je me suis en fait lancé un challenge de juste faire des photos en fait avec mon téléphone. Et à l'époque d'Instagram, au tout début de l'ère l'iPhone only, les gens étaient vraiment focalisés sur prendre des photos à l'instant avec un smartphone. Donc j'ai joué le jeu et puis j'ai commencé à partager en fait mon quotidien avec mon iPhone pendant 2-3 ans en prenant que des photos avec mon simple smartphone, qui est d'ailleurs l'outil principal de Point of View. Exactement, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Ce sont uniquement des photos prises au smartphone et je me suis vraiment focalisé sur la composition, le cadrage, de raconter une histoire. Mais c'est uniquement en fait un moment en fait des fragments comme un journal intime en fait de mon quotidien lors de mon arrivée à Paris. Ouais. T'as tout découvert en même temps en fait, la photo, la ville. Exactement, et puis ma passion également pour la photographie, en allant voir des expositions ou en achetant des bouquins ou en regardant des reportages photos. Donc c'est vraiment, il y a quand même un petit côté
de curiosité en fait et d'observation en voulant en fait se plonger dans la photographie. C'est tellement une grande histoire, donc il y a ce côté-là également qui a pas mal joué. Ouais. C'est le fait que j'étais pas mal curieux dans ma façon d'apprendre. Alors pour les plus jeunes qui n'ont peut-être pas connu cette époque de l'iPhone 4, on oublie assez facilement en fait, qu'à l'époque, l'iPhone 4, l'appareil photo, il n'était pas terrible. Il faut être très, très franc. Tu avais des limites monstrueuses. Est-ce que tu dirais que d'avoir eu un appareil photo très limité à l'époque, ça t'a aidé justement à mieux composer et à plus jouer avec la lumière peut-être justement ? C'est cela en fait, le fait d'avoir un simple smartphone, je fais abstraction vraiment à tout ce qui est côté technique et de l'appareil photo, donc je me recadre uniquement sur le cadrage et je ne peux pas zoomer, donc si je zoome, je perds en qualité, et puis au niveau de la luminosité, avec l'aide d'applications tierces comme Snapseed ou autre à l'époque, voilà, il y avait toujours moyen de tricher, mais ça restait limité. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ce qu'on dit à chaque fois quand les gens commencent, c'est peut-être commencer avec une focale fixe c'est ça. Et se coller des limites pour justement progresser et devenir meilleur. Toi, tu as vraiment eu la limite ultime, en fait. C'était un petit capteur, pas extraordinaire. Et je dis souvent, en fait, à la plupart des gens que je rencontre, que le fait de commencer avec un simple smartphone, c'est comme si j'avais commencé avec une focale fixe de 28 mm ou de 35 mm. Donc, j'étais vraiment dans la démarche d'un photographe de rue à me déplacer autour du sujet. Et puis, je trouve ça quand même un entraînement de se balader et puis de se déplacer. Voilà. Ouais. Je ne peux pas vraiment en fait rester dans un coin. Je trouve ça ennuyeux. Voilà. J'ai besoin en fait de me déplacer, de suivre mon sujet, de le tourner stocker. Autour. Ouais. Alors justement, c'est probablement ça la réponse, mais je vais te la poser quand même comme ça la question. Comment on raconte une histoire en une photo à chaque fois ? C'est justement en tournant autour du sujet. C'est parce que tu prends pas une photo et il n'y a pas un cas de figure où ta photo elle est bonne du premier coup, tu es obligé de tourner autour. C'est cela, ouais. En fait, je fais souvent la comparaison d'une planche contact d'un photographe qui prend en fait une séquence de photos en diaporama, même si ce n'est pas en rafale, mais elle raconte une histoire et ensuite il a le choix de sélectionner sa propre photo. Et le fait en fait de faire une photo et de la suivre, on peut prendre 10, 20 ou 30 photos, mais on ne choisira qu'une seule photo d'ailleurs pour la publier sur Instagram ou pour la garder pour soi. Mais cette photo-là, en fait, on observe et on voit souvent des éléments qu'on n'a pas vus lorsqu'on capture une photo. Donc, et ces éléments-là, en fait, peuvent être interprétés de différentes façons en fonction de la personne qui la regarde, la photo. Et ça peut être des choix de couleurs, ça peut être des choix de typographie qui se coïncident ou qui se superposent ou qui se... Et voilà, tu le vois pas toujours en fait au moment où tu prends la photo. Non, ça te tombe dessus des fois après coup. Mais parfois, j'arrive à anticiper les éléments urbains et puis de jouer avec le temps et puis de jouer avec le cadrage. Ouais. Je sais pas si tu connais un street photographe qui s'appelle John Free, qui est un monsieur qui doit avoir 75 ans maintenant, qui est street photographe à Los Angeles, qui a toujours, je crois qu'il shoot toujours au Nikon F3, donc tu vois en argentique, il a jamais changé de matériel, il a toujours gardé ses bonnes habitudes. Il a une phrase, je suis tombé sur un article sur lui il y a pas longtemps, il a cette phrase que je trouve géniale qui est de dire que lui il a toujours 3 sujets dans chacune de ses images. Est-ce que toi ça fait partie des choses sur lesquelles tu travailles ou c'est pas forcément... C'est pas forcément en fait ce que je remarque lorsque je prends une photo, mais oui, en replongeant sur la photo par exemple, j'ai des surprises et ça m'arrive d'avoir des personnes en fait qui me disent tiens voilà, j'ai vu une autre interprétation de cette photo que je n'avais pas vue depuis des années et qui se superpose. Et ça peut être 1, 2 ou 3 sujets et c'est vraiment pour ma part la magie de la photographie qui est de raconter plusieurs histoires. Ouais. Donc si c'est ça, c'est inconscient en fait. C'est inconscient. Ouais, d'accord. Ok. Bon, c'est toujours intéressant de voir comment les autres fonctionnent. En tout cas, moi, je trouve ça difficile, entre guillemets, quand on y pense. Mais c'est vrai que si on le fait sans y penser, c'est peut-être un peu plus simple. Je voulais qu'on aborde un sujet. C'est un des sujets qui me travaille pas mal en ce moment. C'est de remarquer les choses autour de soi. Je trouve ça marrant de poser cette question à quelqu'un qui a construit sa carrière grâce à un smartphone, puisque l'appareil... qui empêche les gens de regarder autour d'eux le plus aujourd'hui. Oui. Il suffit de lever les yeux dans la rue pour se rendre compte que tout le monde est le nez baissé sur son téléphone et plus personne ne fait attention à rien. Donc c'est rigolo que je te demande à toi
Comment on fait pour remarquer les choses autour de soi, alors que tu es probablement un de ceux qui a eu le plus le nez dans son smartphone à une époque. Pour regarder déjà autour de soi, c'est déjà de ne pas avoir son smartphone au bout de son nez. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote. La semaine dernière, j'étais en train de prendre le métro et tout le monde en fait avait le nez plongé sur leur smartphone. Et on était sur la ligne 1 entre la 13 et j'ai remarqué un pickpocket qui regardait un peu à droite à gauche et tout le monde était plongé sur leur smartphone. Et j'avais anticipé déjà l'action, comme quoi en fait elle allait se faire voler son téléphone, et heureusement qu'une vieille dame en fait l'a empêché. Donc déjà la première chose c'est d'avoir les yeux ouverts et de regarder comme une chouette ou comme un hibou à 360 degrés et vraiment d'anticiper, de sentir la rue. C'est vraiment, pour ma part, c'est difficile à expliquer parce que lorsque je me balade souvent avec ma copine, elle me dit souvent comment je fais pour remarquer des chiffres ou des couleurs, des sujets qui se baladent en vélo, qui se superposent avec la devanture d'une brasserie ou autre chose. Et c'est vraiment j'arrive à capter des instants en fait, mais je ne sais pas comment l'expliquer. Mais ça a toujours été le cas ou c'est ton œil qui s'est exercé depuis que tu fais de la photo ? Je crois que c'est mon œil qui s'est exercé en fait au fur et à mesure de marcher, de traîner sur Paris et puis de connaître les rues, de connaître les habitudes des gens, de regarder également le regard, également le visage des personnes, les démarches, le comportement des gens en fait. Je pense que c'est le comportement des gens qui est intéressant et à force d'analyser un peu la vie en société, j'arrive à anticiper et également à choisir mes modèles parce que la plupart des gens que je photographie sont des gens qui ne sont pas vraiment en difficulté et que j'arrive à les resplendir. Donc, je choisis mes modèles, je choisis mon lieu, je choisis le temps également, mais ce sont uniquement des choses qui s'alignent au bon moment, au bon endroit. Donc, c'est un travail d'observation. Tu les suis, les gens dans la rue, quand tu choisis mes modèles? Tu peux repérer quelqu'un et les suivre? Oui, je les suis. Ouais. T'as jamais eu de problème avec ça ou... Non, j'ai jamais eu de problème. Ouais. J'arrive à marcher à pas de loup et de me faufiler dans le décor. Ouais. C'est marrant que tu parles de ça. J'ai lu un article il y a 2 ou 3 jours dans le Réponse Photo de ce mois-ci sur Viviane Mayer par la commissaire de l'exposition qui a lieu en ce moment au musée du Luxembourg, qui est une des spécialistes de Viviane Mayer, et elle dit à un moment, elle avait totalement compris la ville américaine. Et par contre, dès que tu la sortais de ça, elle n'était pas à l'aise et ça se voyait. Apparemment, elle est partie en Europe pendant quelques temps et elle a fait autant de photos qu'elle faisait régulièrement. Et par contre, ce travail-là n'était pas très intéressant. D'accord. Et du coup, tu dirais justement que le fait de t'immerger dans un endroit, quand on dit par exemple que tu adores Paris, tu penses qu'aujourd'hui tu connais Paris tellement bien que tu peux comprendre la dynamique de la rue mieux que la moyenne? Non, pas forcément. En fait, il y a des endroits que je n'ai pas encore exploré à photographier. Je dirais Barbès comme ça, ou la Goutte d'Or ou autre chose. Ce sont des sujets qui sont intéressants, mais l'image que je ressors de Paris est un Paris un peu imagé, donc un peu bucolique, un peu poétique. Et c'est Oui, c'est un beau Paris. C'est toujours un beau Paris. C'est pas un Paris crado. Un Paris intemporel que j'arrive en fait à capturer et à faire interpeller les gens, mais c'est pas vraiment la réalité d'un vrai Paris, et c'est la magie de la photographie, c'est de les faire également transcender et le faire voyager. Donc si je devais faire des photos en fait dans des coins que je ne connais pas de Paris, ça serait plutôt pour un but documentaire et reportage, mais je vais pas dire que je ne connais Paris mieux que la moyenne. Donc, voilà, bon. Mais c'est du coup tu vises plus la photo d'art en fait. Photo d'art, voilà. D'accord. Tu as répondu à mes 2 questions suivantes. Je demandais comment tu fais pour remarquer tout ce qui se passe autour de toi, et question subsidiaire, comment tu fais pour le capturer puisqu'il faut se positionner correctement. Tu y as répondu en anticipation, ce qui est pas mal. C'est bien. Tu parlais d'arriver à pas de loup, de suivre les gens. Comment on devient invisible? Comment on devient invisible? C'est tout le travail d'un comédien ou d'un acteur, et je pense qu'il faut
comment dire, passer inaperçu, devenir invisible, incognito, c'est tout un art en fait. Il faut se fondre dans le décor comme dans une pièce de théâtre et ça passe par quoi? Ça passe par bouger lentement, ça passe par pas fixer les gens. Est-ce exactement, que voilà. tu fais des fois semblant de faire une photo d'autre chose avant de pointer l'appareil vers ton sujet? Déjà, en fait, j'anticipe le sujet. Ouais. J'ai déjà la scène dans ma tête, le cadrage, la composition, si je veux un reflet, si je veux un cadrage frontal ou en oblique. Et je me mets déjà en mode... en mode fantôme, on va dire. Et je mets mon appareil en face de mon ventre. Ouais. Et je plie mon écran et je regarde en fait sur mon écran. Et ensuite, voilà, j'ai juste à déclencher. Ouais. Mais c'est vraiment un travail millimétré. C'est que je ne reste pas peut-être pendant 5 ou 6 secondes devant mon sujet pour ne pas qu'il me remarque. Ouais. Donc c'est vraiment... ouais. Donc il y a quand même une rapidité d'exécution où tu dois. Il y a quand même une rapidité d'exécution. C'est-à-dire que tu repères ton sujet, tu vas te positionner en vitesse, mais sans bouger trop vite pour pas qu'il te voie. Et tu fais ta photo et hop, tu disparais, quoi. Et parfois, je reste sur mon sujet, autour du sujet si je ne suis pas satisfait de mon image. Donc, d'accord. Voilà. Ouais. Ok. Ça t'arrive d'interagir avec les gens ou carrément de leur demander de faire une photo? Non, jamais. Jamais? Non, jamais. Même dans les jobs? Dans les jobs, c'est différent. Ouais. Voilà, ouais. C'est une commande, donc j'ai toujours mon papier dans mon sac à dos pour les droits à l'image. Donc, voilà. Mais sinon, et c'est souvent à l'étranger. Voilà. Ouais. Lorsque j'ai des photos, des commandes, là ouais, c'est différent. Ouais. Tiens, je fais marcher mon anglais et puis je commence à parler en anglais. Ouais. On va reparler de ça dans la partie un petit peu plus business. Juste avant, j'ai encore 2 questions dans cette partie. La première, c'est que tu réussis à réutiliser des techniques qui sont assez clichés dans la street photographie sans que ça fasse trop cliché. Je pense par exemple, tu as pas mal de photos avec des vitres pleines de gouttes, avec le sujet un peu flou derrière. Ça, c'est quelque chose qui a été... Je pense que tous les street photographes un peu connus ont ça dans leur portfolio plus d'une fois. Ça a été assez vu et pourtant chez toi ça fonctionne alors qu'il y a plein de gens qui sont pas foutus de le faire proprement et correctement. Comment on s'approprie proprement des techniques que tout le monde exploite peut-être mal? Comment est-ce que toi tu fais ça plus proprement et pourquoi les tiennes fonctionnent là où d'autres vont pas forcément marcher? J'ai une opinion, je le précise, mais j'attends ta réponse. Ouais, pour la photo, pour les gouttes d'eau, je dirais que c'est Saul Leiter et Christophe Jacquot, un photographe parisien français, ouais, qui a fait pas mal de photos, en fait, une série sur Paris, de Paris sous la pluie, ouais. Et également Saul Leiter, un photographe américain qu'on parlait au début, ouais, qui m'a beaucoup inspiré par rapport aux photos assez picturales, ce qui était un ancien peintre artiste qui s'est reconverti dans la photographie et qui a fait ses premiers pas dans la photographie couleur à New York. Ouais. Et c'est voilà. Ensuite, comment en fait ne pas abuser des techniques de la plupart des photographes de rue, que ce soit les photos avec les matières, les layers ou bien les autoportraits, oui, il y a pas mal de choses. Ouais. L'instant décisif de Cartier-Bresson. Il y a tellement de techniques dans la photographie. Il y a beaucoup de clichés, entre guillemets, voilà, dans la photographie. Et de choses à explorer. Et je pense qu'il faut d'abord trouver un style unique et singulier. Ensuite, ne pas trop en fait, abuser avec les gouttes d'eau ou bien les réflexions ou les photos de rue. Donc, je pense qu'il faut vraiment montrer vraiment une palette de soi dans la photographie. Et la photographie, c'est quelque chose vraiment, comment dire, vaste, car il y a la photographie de rue, la photographie de portrait, la photographie de plateau, animalière, sportive, donc ensuite la photographie de rue. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de style en particulier, mais il faut... c'est à soi-même de trouver son propre style de photo de rue et je pense que je l'ai trouvé de mon côté par rapport à montrer en fait un Paris intemporel, timeless comme on dit souvent les Américains, et j'ai choisi mes modèles, j'ai choisi
les techniques, que ce soit dans les brasseries, les gouttes d'eau, les parapluies également, les parapluies qui est vraiment un style de Solechter. Et de mon côté, c'est mon côté de Cherbourg, les parapluies de Cherbourg voilà, qui ressort en moi. Donc Oui, voilà. je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on en a parlé nous, mais les auditeurs, ils ne savent peut-être pas, mais toi, tu es de Cherbourg. C'est ça, oui, je suis de Cherbourg et mes parents sont cambodgiens. Ouais. Je suis né à Valognes, dans la Manche. Ouais, voilà, ouais. Alors, je te donne. T'as dit globalement ce que moi je pensais, mais tu l'as dit différemment. Moi, mon opinion, en fait, c'est que tu as les techniques et tu as l'histoire. Et en fait, c'est ça ta force, je pense, c'est toujours de chercher une histoire dans la photo. Et du coup, la technique sans l'histoire ne vaut rien. Et quand il y a l'histoire, la technique apporte un petit truc en plus, même si elle a été vue et revue, tu racontes quand même quelque chose derrière, et c'est pour ça que ça fonctionne. Pour moi, c'est mon interprétation. Moi, ça m'a sauté aux yeux quand j'ai regardé tes photos, en fait. Mais du coup, je voulais voir si toi, tu avais une interprétation différente de ça. D'accord. Non, mais c'est cela, en fait. Je me dis souvent que là, j'ai ouvert ma boutique en ligne photo, d'ailleurs, sur mon site vutera.com, et je mets en vente mes images. Donc, mes images de Paris, une sélection de 30 photos. Et j'ai sélectionné des photos prises avec un iPhone, mes toutes premières photos, et également des photos prises avec un 5D, avec un Leica Q, avec un Sony A7R4, A7R2. Et je me rends compte qu'en fait, que la plupart des gens qui ont acheté mes photos, et d'ailleurs aussi, j'ai augmenté les prix pour des photos prises au smartphone, et la plupart ont acheté des photos prises au smartphone. Comme quoi, en fait, la technique n'est pas. On peut difficilement dire, même ce qui est très rigolo, c'est que tu vois, j'ai été sur ton site, j'ai regardé ton portfolio. Il y a pas mal de photos de ton portfolio, c'est celles de point of view, donc c'est celles qui sont faites au smartphone. Enfin, là, il n'y a que de la photo au smartphone. C'est cela, ouais. Et tu as des photos dans ton portfolio qui déjà sont vieilles, qui ont presque 10 ans bien maintenant. Qui sont faites au smartphone et ça passe très bien. Enfin, il n'y a pas un moment où tu te dis tiens, celle-là elle est faite au smartphone. Non, c'est pas. Je pense que si tu regardes vraiment en détail, en zoomant à mort sur le fichier original, tu vas t'en rendre compte. Mais quand tu regardes comme ça, en fait, il y a pas t'as pas cette impression-là c'est pas le matos qui fait la photo, quoi. Clairement, en tout cas dans ton cas, c'est vraiment pas ça. C'est ma philosophie. Ouais. J'ai toujours défendu comme quoi, en fait. L'appareil ne fait pas le photographe, et je me dis que voilà, c'est la sensibilité de la personne. Ouais. Alors c'est marrant par contre parce que tu vois ma question suivante, on parle de photos au smartphone, donc les smartphones qui sont pas très connus pour leur profondeur de champ, c'est même tout le contraire. Un smartphone, tu as à peu près tout qui est net tellement le capteur est petit. Toi, tu as une très belle utilisation du bokeh, tu es toujours très juste dans la quantité de flou d'arrière-plan que tu vas mettre quand tu vas faire une photo. Par exemple, j'ai en tête une photo, c'est Notre-Dame, je crois que c'est des mains et un pigeon devant, où tu as le sujet, c'est la main qui est en train de nourrir le pigeon. C'est peut-être même ta main d'ailleurs. Non, c'est pas ta main, c'est la main de... Je me suis posé la question. Une touriste, D'accord. Et on voit qu'on est à Notre-Dame parce que Notre-Dame est là, visible en flou en arrière-plan, suffisamment flou pour pas bouffer l'image, suffisamment net pour qu'on comprenne où on est. Et tu as toujours cette justesse là-dedans, qui est d'ailleurs un des gros défauts de 99% de la street photographie qui sort aujourd'hui. Il n'y a pas d'équilibre entre les sujets ne sont pas détachés les uns des autres. Toi, tu fais ça très proprement. Est-ce qu'il y a... Je ne sais pas, je pense que c'est grâce à mes optiques, et je photographie uniquement en fait au 35 mm et au 55 mm en focale fixe à 1.8. Et je vois très bien également la photo dont tu parles, Julien, qui est la photo à Notre-Dame avec des pigeons ou des oiseaux. Ouais. Je me rappelle qu'il y avait des mains dans la photo. Oui, elle a été prise au 35 mm 2.8 avec mon 5D Mark III. Ouais. Et je crois que c'était avec un 16-35 de 8. Donc, à l'époque, il n'y avait pas le petit visière qui se plie comme sur les Sony. Et du coup, j'ai dû quand même regarder le cadrage et baisser la tête, et ensuite shooter en AI servo, je crois, à l'époque. Mais la plupart du temps, moi, je ne photographie que en focale fixe. Ouais. Et je connais à peu près ensuite la distance. Et voilà. T'évalues. En tout cas, c'est très intentionnel. C'est très intentionnel, ouais. D'accord. Voilà. C'est pas donné à tout le monde d'arriver. Enfin, tu vois, la plupart des gens qui découvrent la photo ont tendance à aller dans un extrême ou dans l'autre. C'est-à-dire, c'est f1.4 ou f22.
Et entre les deux, il n'y a rien. Ouais. Et il y a toute cette petite nuance qui fait une très bonne photo en fait à la fin. C'est-à-dire que tu fais la même photo, Notre-Dame à f1.4 est totalement floue derrière, on comprend rien en fait parce qu'elle n'a aucun sens. La photo, c'est juste des mains qui nourrissent un pigeon. Tu fais la même photo à f22, oui, effectivement, tu as les mains, tu as le pigeon, tu vois bien que tu es à Notre-Dame, mais tu vois tellement que tu es à Notre-Dame qu'il n'y a que ça. Ouais. Et en fait, le juste milieu, tu as vraiment touché le petit point parfait où chaque sujet a sa place en fait. Et d'ailleurs, il y a 3 sujets dans ta photo. Les mains, le pigeon, Notre-Dame. Tu vois, on y revient. On parle toujours d'une image en particulier pour finir la partie philosophie photo. D'habitude, moi, j'évite l'actualité, mais celle-là, c'est un peu imposé parce que c'est l'Arc de Triomphe emballé par Christo et Jeanne-Claude. C'est la photo qui est postée sur ton Instagram, donc avec ton accord pour que les gens voient laquelle. On la mettra dans l'article qui accompagne l'épisode. C'est l'Arc de Triomphe emballé. On l'a vu, revu. Tout le monde l'a photographié, tout le monde l'a posté sur son Instagram. Ta photo est un petit peu différente. C'est-à-dire que c'est l'arc, mais il y a une histoire dedans. Et au final, elle change un petit peu de tout ce qu'on a pu voir. Franchement, j'ai dû voir 3 personnes qui ont fait des photos. Je ne l'ai pas cherché, je n'ai pas creusé ou quoi, mais dans tout mon entourage, j'ai dû voir 3 personnes qui ont fait des photos qui m'ont un peu sauté aux yeux et qui ont un petit peu changé les choses. J'aurais bien voulu que tu nous racontes l'histoire derrière cette image-là. D'accord. En fait, pour l'installation de Christo Jeanne-Claude, j'y étais peut-être 2 fois pour faire ces photos-là. Ouais. Et j'y étais un matin et un après-midi. Et une 3e fois, ouais. Et un dimanche, le dernier jour d'ailleurs. Ouais. Et j'avais vu en fait tellement de photos sur Instagram, de l'Arc de Triomphe, et j'étais tellement curieux d'aller voir, mais j'avais jamais trouvé en fait la disponibilité pour me rendre, pour faire des photos. Et un jour j'y vais, puis je prends des photos, je les regarde, mais je les regarde pas vraiment dans mon ordinateur sur un écran. Je prends des photos juste, parce que j'avais envie de prendre des photos sans vouloir les partager sur les réseaux sociaux, mais uniquement pour voir l'installation, faire un repérage, peut-être. Ouais, c'était peut-être faire un repérage. Et j'y suis retourné une 2e fois, j'ai fait encore des photos, et lorsque je fais des photos, en fait, je tourne tout autour de l'Arc de Triomphe, donc je vais derrière les barrières, je vais à l'intérieur des barrières, des tunnels, sous l'arche, je cherche de l'inspiration, des idées, des sujets, des angles. J'ai 2-3 optiques sur moi, en 35, en 55 et un 85 cette fois-ci, ou un 16 je crois, je sais plus, bref. 3 optiques en tout cas. Ouais. Et je vois ce couple, je crois que la photo dont tu parles, j'y étais, mais c'était le 2e jour, le 2e jour, et je vois ce couple en fait ce couple de personnes âgées, j'ai trouvé ça mignon en fait. Le fait qu'ils soient ensemble sur un banc, ça m'a fait penser à un film de Forrest Gump, je sais pas, il y avait ce côté lumineux, ce côté solitaire, et puis également ce couple. Et je vois sur le banc, ensuite, lorsque je prends la photo, qu'il y a du scotch sur le banc également. Et je trouvais ça marrant également que le scotch était séparant entre le couple et que l'installation s'appelle Vraped, donc emballé. Et la petite dédicace avec ce petit détail qui est le scotch, et puis ce couple, et également l'Arc de Triomphe qui n'est pas au premier plan mais au second plan, parce que je n'aime pas vraiment mettre des monuments au premier plan. C'est la même mécanique que la photo dont on parlait à l'instant d'ailleurs, avec la main, le pigeon et Notre-Dame. Exactement, je fonctionne toujours comme ça en fait, et j'essaie toujours d'introduire en fait un petit détail dans la photo qui vont faire que la personne va reconnaître le lieu. Donc, il est là, mais c'est subtil, quoi. C'est très subtil, c'est très subtil, et il y a toujours, cette signature que les gens, lorsqu'ils voient une photo de Vuittiers, vont se dire encore un homme au chapeau, ou encore des personnes âgées, ou le banc, le côté douaneau, le côté amoureux, le côté parisien. Oui, le côté parisien, mais c'est vrai que lorsqu'on regarde la photo, il y a quand même un décalage ou un anachronisme avec l'Arc de Triomphe qui est emballé, ce couple qu'on a l'impression qui sort d'un film des années 80 ou qui sort de la campagne, donc il y a quand même ce côté un peu on se demande le côté timeless, alors que c'est totalement figé dans le temps finalement, parce que c'est une période à laquelle on ne peut pas se tromper, ça a duré 15 jours, quoi. C'est ça, Alors ce qui est marrant sur cette image, c'est que une fois qu'on va sur ton site, si on creuse un petit peu, on va se rendre compte qu'il y a une série de photos là-dessus. Oui. Et ça, moi je trouve ça hyper intéressant de voir comment tu as travaillé ton sujet.
Tu vois, tu disais, tu es retourné plusieurs fois. C'est riche. Aujourd'hui, la photo en elle-même, elle est belle. Mais tu as plein d'autres variations autour de ce sujet-là. Et là, on voit comment tu as tourné autour de... D'ailleurs, je crois que la photo dont tu parles, je l'ai prise au format paysage et au format portrait. Donc voilà, j'alterne également les cadrages et pour me surprendre lorsque je regardais la photo ensuite derrière mon écran. Voilà. Ouais. D'accord, donc c'est que la moitié du travail de prendre la photo, l'autre moitié, c'est de la découvrir exactement, devant ton écran et de finalement décider... Mais c'est vrai que tout se passe vraiment au déclenchement et au cadrage. Donc c'est pour ça que je pense maintenant à prendre souvent des photos au format portrait et des photos au format paysage. Ouais. D'accord, tu varies un petit peu pour avoir des options. Voilà. Tu fais du détail aussi ou pas ? Du détail, non, pas trop. Non. Ouais. Mais ça m'arrive de prendre des natures mortes ou des détails, comme d'ailleurs à l'installation Vraped, où j'ai pris juste des matières, des cordes, des nœuds ou des... Ouais. Ouais, j'ai vu, il y en a une avec un gamin qui est en train de jouer dans les replis. Oui, voilà. Ouais. D'ailleurs, j'aime beaucoup parce que cela montre également l'échelle de l'installation, la grandeur. Donc, ouais. Les bons réflexes. On va dire ça comme ça. Ouais. On va passer à l'aspect un petit peu plus business de ta pratique de la photo. C'est quoi aujourd'hui ta source de revenus principale ? Ma source de revenus principale, bien un peu de tout, on va dire, donc, d'Instagram, de la photographie traditionnelle avec des offices de tourisme, avec des agences, des marques. Ça peut être pour aussi des reportages photos, c'est très très varié en fait. Ouais. Depuis 2-3 semaines avec ma boutique en ligne de photos, donc je fais également mes tirages. J'ai essayé de faire également pas mal d'expositions. Donc ma source de revenus principale est la photographie tout simplement, mais ensuite je vais dire 50-50 avec la photographie, avec le business d'Instagram, avec toutes ces agences. Le côté influenceur entre guillemets. Exactement. Ouais. C'est pas un beau terme, mais bon, ça fait partie du ça job. fait partie, et puis je fais partie du groupe entre guillemets des influenceurs avec le nombre de followers, comme il est, le nombre d'abonnés, le nombre de suiveurs. Mais c'est vrai que ça me fait toujours rire parce que en m'inscrivant sur Instagram en janvier 2011, j'avais un métier de web designer, d'UX designer, et j'avais travaillé pendant 5-6 ans dans des startups à explorer le monde du e-commerce, de la mode, du CRM, et également du web 2.0, du web 2.0, tout ce qui était les plateformes avant Instagram comme Flickr ou Yahoo ou NetVibes, Delicious. Il y en a qu'on a totalement oublié. Voilà, c'est ça. Et puis Instagram était uniquement par curiosité de mon côté. J'ai juste découvert en fait une autre facette de ma personnalité qui était la photographie. Ouais. Je n'étais pas du tout photographe à la base et je découvre Instagram et la photographie un peu par hasard, un peu par accident, et aujourd'hui je vis de la photographie. Après 10 ans quand même, on commence en 2010-2011, on est en 2021, il y a quand même 10 ans de travail et j'ai dû attendre 10 ans pour attendre le bon moment pour vendre mes tirages de photos. Et comme je te disais tout à l'heure, la plupart des gens achètent mes photos qui ont été prises avec un téléphone, comme quoi en fait le côté storytelling est vraiment focus dans mes images. Donc non, là, j'ai de la chance de vivre de ma passion et lorsque j'accepte mes projets ou lorsque j'accepte des projets d'ailleurs sur Instagram, je fais vraiment attention à ne pas détériorer également mon image et puis également ma philosophie dans la photographie qui est vraiment focus sur l'histoire, le storytelling c'est marrant que tu dises ça parce que je l'ai dit, moi je te suis depuis que j'ai ce fameux petit livre je me rappelle à un moment j'avais vu que tu avais commencé à utiliser un 5D et je m'étais demandé si ça allait pas tout changer. Oui, c'est vrai que ça a changé pas mal de choses dans ma démarche. J'étais surpris, j'étais aussi déçu. Donc voilà, on peut être déçu d'un 5D Mark III, mais déçu par rapport au poids, tout simplement. Parce que voilà, j'ai un petit gabarit, comme tu peux le voir, et d'avoir un 5D Mark III avec un 24-105, un 35 mm avec plusieurs optiques, c'est vraiment contraignant. Et également, quand tu fais de la photo de rue, il faut passer inaperçu. Donc, oui, le 5D, c'est pas le meilleur outil pour passer inaperçu. C'est pas le meilleur outil, mais c'est en faisant des
des erreurs et en allant dans la gueule du loup qu'on apprend. Ouais. Donc voilà, c'était vraiment la photographie avec le téléphone était une école, la photographie avec un 5D était également une autre école. J'essaie d'explorer également tout ce qui est autour de l'image, autour de la photographie. Il y a quelques mois, je me suis procuré un Leica M9 juste pour m'entraîner avec un viseur télémétrique et voilà, avoir une autre approche. Mais on apprend pas mal de choses dans la photographie et j'ai encore pas mal de choses à apprendre. Et puis des fois, on se rend compte que ce qu'on aimait au départ et pas ce qu'on aime à l'arrivée, et qu'on évolue. On évolue d'un monde à l'autre. Tu parles du télémétrique, justement. Moi, j'ai découvert le X100V il n'y a pas longtemps. J'aime bien cette philosophie, mais en fait, je passe ma vie à naviguer entre le côté réflexe et le côté là. Là, j'ai mis la main sur un Nikon FM2 qui est juste à côté de nous, là, qui est un appareil argentique réflexe. Et en même temps, je viserais bien un petit Leica M6, tu vois, pour faire des photos comme ça aussi. Et je suis un peu à cheval entre les deux. J'arrive pas à décider ce qui me plaît le plus, en fait. C'est vrai que c'est toujours difficile de choisir un appareil lorsqu'on sort à Paris et puis juste pour se balader. Et c'est vrai que pour ma part, l'essentiel, c'est quand même d'être léger, voilà, et d'être bien. Parce qu'il faut vraiment passer inaperçu si on sort avec un gros sac à dos. Voilà, c'est quand même assez... Ça devient, en plus avec la taille des appareils actuels, ça devient vraiment un des critères essentiels. Je pense qu'il faut pas être trop lourd. Non, mais je pense que dans la photo, il faut être comme un touriste finalement, en fait. Voilà, il faut être comme un touriste. Ouais, l'air de rien, que les gens te remarquent pas. On en revient à devenir invisible, être un fantôme. Qu'est-ce qui a attiré les marques dans ton travail ? Qu'est-ce qui a attiré mes marques dans mon travail ? Tout d'abord, je vais dire que mon compte Instagram, parce que c'est quand même mon portail, et c'est grâce à Instagram que je me suis fait connaître par les marques, par les agences, par les gens. Donc, je pense que c'est la manière en fait comment je tourne, comment je capture les images. C'est, je dirais, ma sensibilité. Je pense que c'est la sensibilité sur ce que dégagent en fait mes images. Elle peut paraître anodine en fait à première vue, mais en se plongeant en fait sur l'image, on se dit on va essayer de reproduire l'image, mais c'est vraiment très très difficile parce que voilà, il y a tous les éléments qui rentrent en jeu, les compositions, le côté complexe, la photo de rue en fait, et c'est ça qui est également la force, c'est qu'on ne peut pas reproduire la même image. C'est de l'imprévu. C'est de l'imprévu, c'est sur l'instant, donc voilà, il y a tous ces éléments qui se croisent, qui se juxtaposent dans l'image, et également c'est de capturer un sujet sous différents angles. Voilà, je me rappelle d'une de mes premières missions, en fait, c'était en 2014-2015 pour l'agence OBO Global qui s'occupait en gros de la Fashion Week, des installations pour la Fashion Week, et en fait j'avais rendez-vous avec le big boss, le boss de l'agence OBO Global, et je vais le voir dans son agence à rue Bélanger, je crois, à côté de République, et il m'a demandé oui, j'aimerais que tu photographies pour nous pendant 1 an, voilà, pour notre photothèque, pour notre catalogue. Et je crois que mon premier défilé, c'était pour une marque qui est Balenciaga, de haute couture, au Palais de Tokyo. Et il m'a dit, tu as carte blanche, Futera, j'aimerais juste que tu fasses des photos, pas comme les photographes, pas comme... pas dans la file de photographes qui est tout au bout du runway. Exactement, pas comme sur le runway, les catwalks. Du coup, j'ai exploré un peu les repères, le catwalk, je me suis mis à un endroit, et puis j'ai pu produire des photos comme j'ai l'habitude de faire dans Paris, en jouant sur les reflets, en jouant sur les perspectives, les lignes, les symétries, les regards, les instants. C'est le job de rêve, ça, parce que tu photographies un truc qui fait rêver tout le monde, mais qui est une abomination à faire en réalité. Exactement, Mais sauf que ta carte blanche, tu fais ce que tu veux, et t'es pas obligé de sortir tu vas pas sortir le résultat de tout le monde, puisque t'es pas obligé d'être dans les clous de tout le monde, en fait. Le truc, c'est que je pense que dans ce que lorsque j'ai amené en fait à faire des choses, j'aime bien en fait me challenger, et de commencer d'ailleurs avec un simple smartphone, c'était quand même un défi pour ma part, donc de produire en fait une image qui a sa place, de produire une image qui a sa place en fait dans l'actualité, dans la société, dans le monde de l'art. Donc voilà, on parle de la photographie mobile, on peut parler de la photographie argentique, on peut parler de la photographie numérique. Il y aura de la photographie 3D bientôt, donc voilà, il y a tellement de choses, et puis
non, je me dis que c'est toujours un challenge pour ma part dans le domaine de l'art, de l'image. Donc, je ne sais pas comment t'expliquer. Tu as commencé à répondre à ma question suivante, là, mais je vais quand même te la poser parce qu'il y a d'autres choses à voir dedans. C'est comment est-ce que tu t'es adapté aux demandes des marques, justement, alors que tu n'avais pas, à l'époque, peut-être pas de cadre formel dans ta façon de travailler. Non. C'était vraiment toi. Donc, en gros, ils t'ont appelé, ils t'ont dit tu vas nous faire du VTRA. C'est ça. Et c'est tout. Mais j'ai fait quand même un travail en fait en amont, avant en fait chaque shooting. Je vais prendre l'exemple de l'Opéra Garnier pour les 350 ans. J'allais y venir justement parce que ça sort vachement des clous de ce exactement, que tu faisais. Voilà. Ouais. Et je pense que c'est une autre facette également de ma personnalité que je découvre, qui est également ma passion pour la musique de ballet, la musique classique, la musique électronique. Avant de faire de la photographie, j'étais vraiment un passionné de musique électronique, de musique pop, de rock. Que ce soit du Max Richter ou de la musique de piano de Nils Fram ou du Radiohead. Et ça également, en fait, ça m'a beaucoup aidé dans ma démarche photographique. Ce côté un peu mélancolique que ressort Siguros, un groupe islandais. Je suis un fan de musique islandaise. Celle que je connais dans ce que tu as dit, c'est Radiohead. Voilà. D'accord. Okay. Voilà. Ouais. Oui, Radiohead, c'est assez mélancolique. Et le fait de photographier en fait, l'Opéra Garnier, c'était en fait à la fin d'un shooting pour Roger Vivier, une marque de chaussures française, où en fait le community manager, après avoir déjeuné, on passe devant l'Opéra Garnier, il me dit est-ce que tu as une passion pour l'Opéra Garnier? Et du coup, en fait, de question à poser quand même. Voilà, c'est parce qu'en gros, il connaissait pas mal de gens en fait, de danseurs à l'opéra. Et du coup, je lui parle de Max Richter et puis également de Wayne McGregor, un chorégraphe anglais qui était à l'opéra actuellement, en train de faire un spectacle, Alea Sound, je crois. Et je sais pas comment ça s'est passé, mais il m'a introduit en fait à l'opéra, mon travail, et j'ai pu photographier Wayne McGregor, le chorégraphe anglais, qui a travaillé avec Tom York, le chanteur de Radiohead, pour le clip de Lotus Flower, et qui qui est un très très grand photographe, et j'ai pu travailler pendant 2 spectacles avec Wayne McGregor. Et d'ailleurs, sa photo de profil sur son site Studio Wayne McGregor, c'est ma photo. Il a choisi ma photo. C'est beau. Non, c'est des histoires vraiment incroyables dans mon parcours de photographe. Et les 12 costumes en fait emblématiques, c'était avec Antoine Neufmars, qui était mon directeur artistique et qui m'a introduit d'ailleurs. Et c'est grâce à lui que j'ai pu photographier ces danseurs étoiles de ballet, ces danseuses, ces ténors. Ce qui est rigolo, c'est qu'on reconnaît quand même des marqueurs de ton travail. C'est-à-dire, il y a des photos où tu as des jeux de lumière, d'ombre, des ombres allongées, des cadres qui sont faits. En fait, tu as retrouvé toutes tes marques, simplement les gens posent, en fait, cette fois-là. C'est ça, c'est ça. Et puis, en fait, j'ai dû regarder pas mal, en fait, des vidéos à visualiser, en fait, les différentes poses, que ce soit pour le Lac des Cygnes ou Don Quichotte ou autre. Donc, il fallait vraiment que je connaisse quand même les poses à photographier. Et ensuite, lorsque tu as un quart d'heure ou une demi-heure à photographier une personne, une artiste, il faut vraiment prendre soin de la personne et être très rapide. Donc, j'avais quand même 2 ou 3 heures de repérage avant de les photographier. Et j'avais déjà mes images en tête, mes idées en tête. Et voilà. Tu n'avais juste pas à suivre discrètement les gens. Tu pouvais cette fois être visible par rapport à d'habitude. Il connaissait aussi mon travail, donc chaque danseuse ou chaque artiste avait regardé mon travail sur mon site ou sur mon compte Instagram, donc pour les rassurer. Ça aide. Comment on réussit sur Instagram aujourd'hui? Tu pourrais refaire aujourd'hui ce que tu as fait à l'époque? Je pense que si je m'inscris sur Instagram aujourd'hui, ce serait impossible. En fait, j'ai eu de la chance. J'ai profité de la... J'aime pas dire profiter parce que les gens vont se dire c'est du profit. Non, j'ai atterri au bon moment. C'est ça, j'étais au bon moment. J'étais lors de la première vague, avant la guerre, on va dire. On appelle les early adopters. Avant la guerre, avant que Instagram soit racheté par Facebook, j'étais là. À l'époque aussi où les newsfeeds étaient dans l'ordre chronologique. Exactement. Par un algorithme. Lorsque je parlais de
d'iPhone only, c'était vraiment une niche Instagram à l'époque. Ouais. Pour les journalistes, pour les designers, pour les artistes, pour les photographes, pour les illustrateurs, pour les gens qui partageaient en fait leur passion pour l'art, pour l'image. Avant tout, c'était pas vraiment un média publicitaire avec cette masse média où les agences ou les entreprises maintenant, où pensent plutôt maintenant engagement, influence que qualité d'image, qualité de contenu. Donc, on parle plutôt de créateurs de contenu que de photographes. Donc, créateur de contenu, c'est un peu un terme péjoratif. Un peu péjoratif et un peu passe-partout, un peu fourre-tout, on va dire, parce qu'un créateur de contenu, ça peut être un vidéaste, ça peut être un photographe, comme ça peut être un illustrateur. En tout cas, c'est interchangeable. C'est interchangeable, voilà. Mais non, pour ma part, je me qualifierais tout simplement de photographe lorsque j'ai même du mal à dire photographe professionnel ou artiste, donc je reste photographe et je partage mes images, voilà. Et puis c'était l'époque peut-être où les gens cherchaient aussi du contenu vraiment activement, contrairement à aujourd'hui où on leur balance du contenu à gogo et ils consomment sans recherche. Moi, je m'étais noté que ton site était bien classé selon des vrais thèmes bien identifiables et que justement, c'était peut-être ta capacité à t'organiser et à organiser ton sujet. Ça t'a aidé à clarifier le message et peut-être à fidéliser aussi les gens qui regardaient. Oui, c'est vrai que en fait, mon site internet est une autre variante de mon travail qui est sur Instagram. Il y a pas mal d'images de pays que j'ai visités comme le Cambodge, l'Iran ou bien les Émirats Arabes Unis d'ailleurs, où j'ai pu faire un reportage photo avec Naïda Nakat, qui est une ancienne journaliste Proche-Orient de TF1 d'ailleurs, et qui était vraiment une commande photo où je devais photographier des artistes, un producteur, un designer, un architecte. Donc c'est des autres variantes en fait de ma facette, mon site internet où il y a ce côté un peu plus documentaire, plus reportage en fait dans mes images, que sur Instagram. Je poste des images qui me plaisent avant tout, mais aussi des images qui vont plaire également à ma communauté. D'accord. Voilà. Donc tu sais quand même ce que tu postes sur Instagram. C'est ça, mais j'essaie vraiment aussi de surprendre et de ne pas en fait lasser ma communauté. Donc, et d'ailleurs, la question que tu m'as posée, comment ne pas abuser de la photo de rue avec les gouttes d'eau. Voilà, j'essaie vraiment de varier et puis de montrer également ce que je sais faire dans la photographie et ne pas également saouler les gens avec des photos de Paris, je veux dire de la Tour Eiffel ou de Notre-Dame, des photos cartes postales. C'est de surprendre les gens. Essayer de pas faire, c'est comme un photographe de mariage à Paris qui va pas systématiquement aller au pont de Bir Hakeim avec la Tour Eiffel en arrière-plan. C'est ce business chinois. C'est un peu compliqué. Quelque chose qui m'a vachement marqué quand j'ai regardé ton site, c'est déjà cette capacité d'organiser tes photos selon des thèmes. Même Paris, tu as un onglet Paris, mais même Paris a des sous-thèmes, reflets, café. Comme ça. Sur ma boutique en ligne que tu parles. Oui. Mais ce qui est super impressionnant, c'est comme tu es sélectif en fait dans ces parties-là. C'est-à-dire qu'il y a finalement très peu de photos. Tu es photographe depuis 10 ans, tu en as produit beaucoup. Exactement. Et au final, on se retrouve avec des sélections de peut-être 15 photos maximum dans ces thèmes-là. C'est fort quand même d'être capable de trier à ce point. Parce que tu es ses bébés de pas mettre ces photos sur son site. C'est vrai que c'est très difficile. Je dois collectionner des disques durs chez moi dans mon bureau, 7 ou 8 de plusieurs téras. Et c'est vrai que de faire une sélection de photos, des photos qui me parlent, et c'est pas forcément les photos qui vont parler à ma communauté, mais pour ma part, c'est vraiment une palette de mon travail de photos dans Paris, et c'est vraiment juste un échantillon finalement en fait. Je capture pas mal d'images, mais je ne les regarde pas en fait. Je ne les trie pas, je ne les archive pas, et le fait de faire une sélection de 30 photos sur mon site internet, dans ma boutique en ligne, en les triant par catégorie, par rubrique, qui est poésie ou café ou pluie ou enfance. En fait, ce sont des termes pour ma part en fait qui me parlent, et qui est l'enfance par exemple. L'enfance, c'est tout le monde a vécu une enfance, donc de trier des photos par catégorie, par
par métaphore ou par une image de style, c'est vraiment en fait une de mes personnalités. Ouais. Est-ce qu'il vaut pas mieux en montrer moins, quitte à être un peu réduit à quelque chose finalement un peu plus serré? C'est ça en fait qui est aussi une de tes qualités qui fait que les gens suivent ton travail. C'est-à-dire que tu montres pas l'étendue, ça permet aux gens de penser qu'ils t'ont compris en tout cas plus rapidement. C'est ça. Mais c'est vrai que la plupart des gens en fait qui me suivent sur Instagram me connaissent même parfois mieux que moi. Donc, ils savent que voilà que ces photos, voilà, il y a comment dire, il y a un truc qui est derrière, qui est l'amour ou la poésie, les reflets, Paris, les pavés, la poésie, le côté bucolique, le côté intemporel en fait. C'est ça en fait qui te fait travailler, qui te fait travailler, qui me fait travailler. Ouais. Il y a un sujet que je n'avais pas prévu d'aborder, mais il me touche personnellement, puisque tu as fait plein de photos de messes qui sont en vente chez Yellow Corner. Oui. Donc bon, c'est comme tu as lancé ta boutique, j'avais pas je pense que c'est un petit peu... c'est deux commercialisations différentes, parce que j'imagine que ce qui est chez Yellow Corner ne peut pas être sur ton site, il doit avoir une exclusivité. Bien sûr. Mais du coup, en fait, ce qui m'a vachement attiré l'œil, c'est que c'est la ville où j'ai grandi. Comme je ne l'avais pas forcément vu depuis très longtemps, à l'époque où je vivais là-bas, je n'étais pas photographe, donc de toute façon, je n'avais pas cette vision des choses. Déjà, comment tu as atterri à Metz pour faire des photos? D'accord. Première question. Parce que c'est pas un sujet évident. En fait, oui, j'ai des photos en vente chez Yellow Corner depuis, je dirais, 3-4 ans, en fait, où je devais avoir 3-4 photos normalement. Je crois qu'il y a 2 photos du Cambodge et 2 photos de Paris. Ouais. Et puis 50 photos de Metz. Et peut-être 50 photos de Metz. Il y en a une tonne, il y en a plus que tout le reste. C'est ça qui m'a... D'accord. En gros, j'avais une commande photo de la ville, Yellow Corner, parce qu'ils ont une boutique physique à Metz. Et je devais faire en fait un reportage sur 5 villes en France. Metz, Rennes, Brest. C'était pour une série pour répondre en fait à une commande à Yellow Corner, et du coup Metz était dans la liste et j'ai photographié Metz pendant 2-3 jours. Voilà. Mais c'est rigolo quand même. Enfin, moi, ça m'a fait tout bizarre. C'est les endroits où j'ai grandi. Je veux dire, tu as une photo. Alors, j'ai oublié le nom de la place, mais en gros, c'était un endroit où j'allais tout le temps, quoi. Enfin, j'ai oublié le nom de la place parce que j'habite depuis 25 ans à Paris, je précise. D'accord. Donc j'ai le droit d'oublier les noms des places et des rues de Metz parce que voilà, ça fait tellement longtemps. Mais c'est des endroits, moi, où j'ai grandi, où j'ai passé quand j'étais petit. Il y a des endroits, enfin, une des photos, c'est le magasin de bonbons où j'allais acheter mes bonbons quand j'étais petit, tu vois. Enfin, je veux dire, ça a une saveur particulière. Pour moi, d'ailleurs, c'est pas impossible que je fasse un saut à Yellow Corner dans la foulée. Mais... Je crois que les photos d'ailleurs de Metz sont uniquement présentes dans la boutique à Metz. Ouais. Bon, il va falloir que j'aille là-bas alors. Mais voilà, non, ça m'a fait sourire de tomber là-dessus en fait. J'aime des photos à Nantes également. D'accord, donc c'est des photos, c'est des séries limitées. En tout cas, on peut les voir sur le site. Et c'est vrai que c'était extrêmement surprenant parce que j'ai vu ces photos, j'ai fait tiens, c'est marrant, on dirait Metz. Et je lis la légende, je fais Metz. Bizarre. Donc voilà, visitez Metz, c'est très joli. Franchement, allez faire de la photo là-bas, ça leur fera plaisir en plus. Et ils sont plutôt sympas, les Lorrains. Dernière question de cette partie business. Est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui? En tout cas, je gagne mieux qu'à l'époque lorsque j'étais UX designer, voilà, web designer. Ouais. Donc tu gagnes bien ta vie aujourd'hui? Je gagne bien ma vie, ouais, voilà. Ouais. C'est une bonne réponse. On arrive à la conclusion de l'épisode. C'est quoi le pire moment de ta carrière de photographe? Le pire moment de ma carrière de photographe? Oula, c'est le pire moment de ma carrière de photographe, je pense que c'est lorsque j'oublie en gros ma batterie chez moi ou ma carte SD, mais j'ai pas vraiment de pire moment. En fait, tous les pires moments pour ma part, c'est des leçons et j'en apprends. Donc, mais sinon, non, c'est que de la joie. C'est que de la joie, de vivre de sa passion. Je me dis que j'ai une chance énorme en fait de vivre de la photographie et de pouvoir voyager dans les 4 coins du monde, de faire des photos comme tu as envie de les faire et de ne pas être coincé par la commande. C'est ça, d'avoir carte blanche, que les marques me font confiance et de transmettre également mon œil. Ouais. Parce que c'est ça le twist avec toi, c'est qu'en fait on t'engage, tu n'es pas interchangeable dans le sens où t'es pas, on dit créateur de contenu, toi tu as vraiment
quelque chose dans ta façon de faire qui fait qu'on vient te chercher et qu'on te demande encore une fois de faire du VTRA, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. D'ailleurs, l'une des dernières missions que j'ai faites en novembre, c'était pour Airbnb en Italie, à Rome, qui m'ont demandé de produire des images et de produire un carrousel photo avec plusieurs images. Donc, ils aiment beaucoup le côté storytelling et ils voulaient un peu avoir mon regard parisien, mais à Rome. Ouais. Donc, j'ai passé 3 jours à Rome. Malheureusement, il y avait le G20, donc le trafic était un peu anarchique. Mais sinon, non, j'ai pu capturer des très très belles images. Elle est super belle cette série. Elle est en première page de ton site. Je crois que c'est une des premières qu'on voit. Et elle vaut le coup d'œil. Je mettrai un lien dans les notes d'épisode pour que les gens aillent la regarder. C'est quoi du coup le meilleur moment de ta carrière de photographe? Le meilleur moment de ma carrière de photographe? Je sais pas. Je pense que peut-être qu'elle n'est pas encore arrivée, mais en tout cas, peut-être que je l'attends. Mais pour le moment, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur et j'aimerais vraiment, en fait, si un éditeur écoute, c'est de produire en fait un livre de photos sur Paris de 200 ou 300 pages. Je parlais que c'était juste un échantillon, en fait, mes images sur ma boutique en ligne, mais il y a la matière pour un gros livre, quoi. Exactement, il y a de la matière pour un gros livre sur Paris vu par VTRA de 300 pages sur 10 ans de carrière. Voilà, mon évolution, mon regard qui s'est évolué à travers 10 ans d'un simple smartphone à un appareil photo et également dans mon travail professionnel. Voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'y pense parce que je me dis que c'est par étapes. On devient photographe, on expose, on sort des ouvrages, que ce soit le premier livre avec Point of View ou le second portfolio avec chez Emeria qui s'appelle Soul of Paris. Qui était très très beau, ça. J'ai pas eu l'occasion de mettre la main dessus. J'ai envie de produire en fait de A à Z mon propre bébé, mon propre livre. Je me dis que j'ai les compétences. J'étais web designer, j'étais graphiste, j'ai travaillé dans un journal de presse écrite. Je suis un fan de typographie, de typophile, de couleurs, d'images. Donc, voilà. Peut-être que ce sera ça mon étape de ma plus belle carrière de photographie. Je sais qu'il y a un éditeur qui écoute, donc Jean, quand tu écoutes l'épisode, je t'enverrai le numéro du VTRA dès que tu auras été regarder son travail. C'est la toute dernière question. Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode ? Qu'est-ce que je te recommanderais pour un prochain épisode ? Je pense que je te recommanderais Greg Mo, un ami photographe français qui vit à Phnom Penh, voilà, et qui fait des super photos de rue, un peu à la Alex Webb, un photographe qui shoot uniquement au 35 mm et j'avais photographié avec lui en fait au Cambodge pendant la fête des eaux, l'équivalent en gros du nouvel an cambodgien, le nouvel an khmer. Donc il quittait de passage il y a quelques mois à Paris et là il est rentré au Cambodge. Donc je pense que voilà. On peut enregistrer à distance, je l'ai déjà fait. J'ai déjà enregistré bien plus loin que ça. Voilà. Donc on va. Greg Mo. Ok, je note et puis je mettrai un lien vers son site également, comme ça les gens pourront voir et me relancer régulièrement comme ils le font à chaque fois en me disant mais attends, on t'a recommandé un tel, pourquoi tu l'as pas encore invité? Un épisode tous les 15 jours. Donc voilà, je ne peux pas malheureusement en faire plus que ça, mais en tout cas je le note, on va aller voir ça et je mettrai tout ça. Quelle est ton actualité? Où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne? Est-ce que tu peux... Je sais que tu as lancé ta boutique récemment. C'est ça. Est-ce que tu veux déjà commencer par ça? Oui, j'ai lancé ma boutique fin novembre pour les fêtes. Donc, j'étais vraiment surpris par les ventes pendant ces 2 semaines et il y avait pas mal d'Américains d'ailleurs, pas mal d'Américains, des Brésiliens, des Norvégiens, des Italiens et très peu de Français en fait et là je me rends compte que ma communauté est vraiment internationale et que mes photos voyagent un peu à travers le monde. Je trouvais ça vraiment incroyable et de faire ma propre boutique de A à Z, c'est-à-dire que je m'occupe de l'emballage, je vais chercher mes tirages au laboratoire photo chez Picto et non ça fait plaisir et juste avant en fait cette sélection de photos fait partie en gros d'une exposition que j'avais exposée chez l'UPP à l'Union des photographes professionnels à la maison des photographes rue de Malzens
une association qui défend les droits des photographes. Et c'était une de mes dernières expositions et ce qui est prévu en fait pour 2022. Ouais. Voilà. Donc j'ai également une exposition de prévue pendant 4 semaines dans les espaces locaux de chez WeWork. Ouais. Voilà. Ouais. D'accord. Donc pour l'actualité, ouais, voilà, pour les gens. Mais ça sera uniquement réservé aux membres de WeWork. de WeWork. Ouais. On peut Voilà. toujours s'arranger pour se faire inviter. On a toujours un pote Voilà. qui travaille chez WeWork, ça, crois-moi. J'en ai plus qu'un mois. Voilà. Les adresses pour te retrouver, du coup, vuterra.com. Vuterra.com, Instagram.com/Vuterra. Et puis j'ai un compte YouTube, mais bon, je ne partage pas de vidéos. Ça va venir, ça va être maintenant que tu es en train de devenir créateur de contenu. Voilà. Ouais. Mais sinon, voilà, non, je préfère pas trop me multiplier sur différentes plateformes. Instagram me suffit déjà. Ouais, voilà. C'est une très bonne philosophie. Voilà. Moi, c'est aussi quelque chose il vaut mieux faire peu de choses bien que tout mal. Sinon, les gens peuvent me retrouver un peu partout dans Paris. Parfois, je traîne au cinéma des 7 Batignolles ou à la gare Saint-Lazare en train de jouer du piano. Voilà, ouais. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un piano dans ta salle, Julien. C'est un instrument en fait que j'ai commencé à apprendre en fait en janvier 2020, février 2020, pendant le confinement. Donc c'est une de mes principales passions après la photographie maintenant. D'accord, mais c'est tout récent en fait. C'est tout récent. Ouais, il va falloir que je m'y remette parce que ce piano, c'est le piano de mon enfance. D'accord. Et il n'a pas eu beaucoup d'amour depuis 20 ans. Donc là, je l'ai récupéré parce que j'ai des enfants et qu'il est temps de les y mettre. Mais en fait, ça commence à me titiller de m'y remettre aussi. Ça va être. Je vais voir comment tu joues et puis je vais voir ce qui est faisable. Avec plaisir. Et puis peut-être je m'y remettrai. Peut-être on fera un podcast musical la prochaine fois. C'est vrai que je compare souvent en fait le piano, en fait, l'instrument de musique, également au smartphone à mes débuts où je me suis dit que c'était juste un challenge de faire des photos avec un simple smartphone et de sortir des images et de commencer en fait le piano après une rupture amoureuse, quoi. Et pendant le confinement, ça m'a vraiment en fait un peu boosté et j'ai aussi découvert d'autres facettes de ma personnalité, ouais, et d'autres choses que je n'écoutais pas avant, qui est la musique classique, ouais. Et je suis vraiment tombé amoureux de la musique de Frédéric Chopin et de Franz Liszt, ouais, voilà. T'es un homme de défi, quoi. Exactement, ouais, voilà. Ouais. Même si je fais abstraction du solfège et des partitions, ouais, je me dis qu'il y a d'autres méthodes pour apprendre, pour apprendre le piano. Écoute, ouais. Ce sera le mot de la fin. On va clôturer l'épisode et passer aux choses sérieuses et dédicacer mon livre quand même. Mince, avec plaisir. C'était 50% du message. Merci beaucoup, Vuterra, d'avoir partagé Julien, tout ça avec nous. C'était un plaisir également de partager ce moment. Ouais. Et à très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts, c'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.